Bonjour Pascal Drot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste de l'Amérique latine, président de l'association France-Amérique latine, l'ADFRAM. Vous croyez à l'option militaire comme à Caracas ? Vous savez, tout est possible, il faut être prudent, mais pas vraiment, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Cuba, c'est un symbole extrêmement fort qui a été d'ailleurs un verrou des relations internationales depuis 70 ans. Donc c'est vrai que c'est un sujet de politique intérieure aux États-Unis, c'est un sujet évidemment de politique extérieure, mais Cuba, c'est un symbole très très fort, d'une part. D'autre part, Cuba... aujourd'hui, envahir les États-Unis, envahir Cuba, ça paraît quand même très difficile. D'abord, il y a eu l'expérience, ça a déjà été le cas, lorsque Fidel Castro était arrivé au pouvoir en 1959. Il y a eu la baie des Cochons en 1961, ça a été un désastre. En avril, John Kennedy venait d'entrer à la Maison-Blanche. Ça a été un désastre, ça a refroidi pour des décennies les États-Unis, même s'il y a eu la crise des missiles un an après, octobre 62, qui en fait était un temps fort de la relation bipolaire Est-Ouest. Ceci étant, le rapport avec les États-Unis, d'abord, il est géographique. On est à 397 km de Miami, d'une part. D'autre part, tout au long du début du XXe siècle, il y avait cette relation avec les États-Unis. L'amendement Platt, adopté en 1901, autorisait des interventions américaines qui ne s'étaient pas gênées de marquer une présence sur Cuba tout au long des premières années, premières décennies du XXe siècle. Donc il y a bien évidemment cette tentation, mais la réalité politique est quand même beaucoup plus complexe que cela. On peut penser que c'est quoi aujourd'hui le souhait de Donald Trump avec Cuba ? Gouverner à distance comme ce qu'il essaye de mettre en place au Venezuela ? Ouais. La volonté de Donald Trump, elle est inscrite dans le document officiel de la Maison-Blanche, rendu public en novembre 2025. Tout est écrit. C'est la stratégie de sécurité nationale. C'est de réaffirmer, ce sont les termes officiels, la prééminence des États-Unis sur le continent latino-américain. C'est la doctrine Monroe. C'est la doctrine Monroe, c'est le corollaire Trump à la doctrine Monroe. C'est ça exactement la formule aujourd'hui officielle. C'est donc réaffirmer la présence. Et bien évidemment, Cuba occupe le devant de la scène. Pour les raisons que je vous indiquais, Cuba, c'est quand même le super trophée. C'est évidemment c'est ce symbole d'une résistance aux États-Unis, d'une indépendance, parce qu'on l'a bien vu dans votre reportage. Les Cubains souffrent. La situation économique, elle est épouvantable. Et ça n'est pas nouveau. Et ce n'est pas nouveau, cela date dès la chute de l'ex-URSS. Rappelez-vous ces années spéciales après la chute de l'ex-URSS en 91 et une situation économique déplorable. Le Venezuela joue un rôle important, le Mexique joue un rôle tout aussi important depuis une vingtaine d'années. Donc les Cubains, je l'ai bien vu pour m'être beaucoup rendu sur place, notamment pour regarder de près la situation électrique, ils vivent dans ces conditions-là. Ceci étant, les Cubains sont fiers. C'est un peuple, en effet, indépendant, qui a toujours baigné dans ce sentiment d'indépendance. Rappelez-vous des héros, justement, de l'indépendance, José Martí, notamment, et beaucoup d'autres, Carlos Cepeda, par exemple. Bref, ça, c'est ancré au corps, c'est ancré dans l'identité. Donc je crois que la pire des erreurs, ce serait une intervention, ce serait d'imposer quelqu'un de l'extérieur. Cuba, c'est un sujet de politique intérieure aux États-Unis, nous le savons tous, mais Cuba, c'est un symbole très fort qui déborde d'ailleurs largement l'Amérique latine. Le président cubain a rejeté évidemment les menaces de Donald Trump. Il affirme qu'il n'y a aucune discussion en cours avec les États-Unis. Quelles sont les options qui s'offrent à lui aujourd'hui ? Aujourd'hui, elles ne sont pas nombreuses, les options. Elles visent en effet à réaffirmer ce que nous venons de dire, à savoir cette indépendance. Mais c'est une indépendance, j'allais dire, de papier. Dans les faits, la situation économique ne fait que s'aggraver. Le Venezuela fournissait 5% de son pétrole jusqu'à la chute, jusqu'à la capture de Nicolás Maduro à Cuba. Il n'y a plus cette source-là. En échange de médecins, Oui, mais là aussi, les médecins, il y en avait notamment. exactement, mais il y en avait de moins en moins. Parce que tout ça, ça requiert quand même des structures, ça requiert toute une chaîne de formation, toute une chaîne d'éducation que l'État ne peut
plus désormais procurer à la population à Cuba. Il ne faut pas se tromper. Des coupures d'électricité qui vont entre 15 et 20 heures. Le quotidien, le dentifrice, il n'y en a pas. Les chaussures, les semelles, elles sont en bois quand il y en a. Les dentistes, quand vous commencez à avoir des problèmes de dents, à partir de 40 ans, il n'y en a pas de dentiste. C'est un pays extrêmement pauvre. C'est un pays pauvre parce que souffrant de cet isolement, il y a les sanctions qui sont américaines, qui sont très fortes et qui avaient été renforcées d'ailleurs sous les administrations démocrates. Je pense notamment aux sanctions Helms-Burton. Mais il y a aussi cet isolement parce que Cuba avait adopté depuis la fin des années 50, début 1960, un positionnement alternatif, un positionnement révolutionnaire avec des alliés qui ont disparu. L'URSS n'est plus là, le Venezuela vient de tomber, le Nicaragua est isolé, le Mexique, mais le Mexique, c'est le premier partenaire commercial des États-Unis. Donc le Mexique, malgré tout, il va devoir tenir compte aussi des positions actuelles de l'administration américaine. L'île communiste est donc isolée. Est-ce qu'il ne faut pas quand même avoir peur d'un Donald Trump totalement désinhibé depuis la capture de Nicolas Maduro et finalement presque en roue libre depuis cet épisode? Alors, je ne suis pas sûr justement qu'ils sont en roue libre. Je comprends très bien. Ça peut être l'image de cette surpuissance, mais en fait, c'est le déroulement. Il faut vraiment lire ce document. Tout est écrit noir sur blanc. C'est le déroulement d'une stratégie. Quelle est-elle? C'est prendre le contrôle de l'hémisphère occidental. Cuba, c'est une symbolique hostile, considère-t-il, mais l'hémisphère occidental, c'est l'ensemble des Amériques, du Groenland à la Terre de Feu en Argentine. C'est plus de 30% de la planète. Et donc je crois que justement dans l'administration américaine et dans la tête du président américain, il y a ce concept de la puissance par le bloc. Un bloc géographique qui est beaucoup plus grand que tous d'autres pays dans le monde. Je pense à la Russie, je pense en Asie évidemment à la Chine. C'est ce bloc de puissance qui en effet ne peut qu'avoir des conséquences au niveau international. Et on va suivre bien sûr avec intérêt ce qu'il va se passer à Cuba ces prochains jours et ces prochaines semaines. Merci Pascal Drot d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24. Merci infiniment.